Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour une émission spéciale consacrée aux futures échéances politiques dans notre pays. Nous parlerons de la révision de la loi électorale comme annoncé par le président de la République récemment lors de sa dernière allocution. Un travail à élaborer dans un délai d'une dizaine de jours. L'ANI sera de nouveau au devant de la scène, son rôle n'étant pas uniquement d'organiser ces échéances, mais elle sera appelée à œuvrer pour ancrer les principes de démocratie et de transparence dans la société et dans la vie politique. Pour en parler, nous recevons ce soir son président, M. Mohamed Chorfi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions, M. Chorfi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux auditeurs, aux auditrices de Canal Algérie, que je salue bien bas aujourd'hui, en leur souhaitant une bonne écoute. Merci, M. Chorfi. Tout d'abord, les résultats définitifs du référendum du 1er novembre ont été publiés au journal officiel. On va revenir d'abord sur le travail de l'Autorité nationale indépendante des élections pour cette deuxième expérience qui s'est tenue dans un contexte sanitaire particulier. Comment l'évaluez-vous aujourd'hui, M. Chorfi ? Je vous remercie d'aborder notre entretien par cette question d'actualité. L'organisation du référendum a été un deuxième souffle pour l'ANI. Ce n'est pas une deuxième étape, parce que la deuxième étape commencera après la mise en place des soubassements nécessaires à l'édification de l'État démocratique. La deuxième étape commencera donc avec l'avènement de l'État démocratique. Pour le reste, nous avons besoin d'un souffle. C'est le deuxième souffle qui nous a permis d'organiser le référendum. Notre évaluation, bien sûr, il y a l'évaluation numérique, le nombre d'électeurs ayant participé, le nombre de votants oui, le nombre de votants non. Tout ça peut-être apparaître comme important dans toute évaluation d'une élection. Mais pour un référendum, surtout autour de la révision d'une constitution, l'important est que ce référendum ait pu se tenir malgré les conditions extrêmement difficiles qui échappent à la main de l'homme. L'arrivée impromptue et inattendue du Covid-19 a découragé pas mal de pays de continuer leurs agendas électoraux arrêtés auparavant. En témoigne la visioconférence organisée par l'Union africaine, par le département politique de l'Union africaine, sur l'impact du Covid-19 sur les agendas électoraux africains. Et pas mal d'États ont renoncé à organiser, à respecter leur agenda, bien que ce soit des agendas électoraux impératifs, c'est-à-dire qui devaient survenir parce que les mandats en cours avaient atteint leurs limites. Alors que le référendum en Algérie est un référendum librement choisi, décidé par le président de la République, puisqu'il n'y avait aucune échéance impérative qui s'imposait pour le faire. Par conséquent, il fallait une décision vraiment profondément réfléchie pour courir le risque d'organiser une élection ou un référendum dans les conditions qui étaient les nôtres. Mais l'ANI, dotée des compétences qui sont les siennes, a abordé cette question lors de la visioconférence panafricaine en posant une nouvelle approche du Covid-19, en différenciant plutôt
l'aspect médical du Covid-19 en tant que pathologie qui peut attenter à la santé de l'homme et en tant que fait juridique qui peut influencer l'activité juridique de l'État. Et pour que le Covid-19 soit un obstacle à l'organisation d'une élection, nous avons considéré qu'il fallait qu'il ait les caractères des circonstances, la force majeure, des circonstances de force majeure qui, elles, rend justifiable tout renoncement à l'exercice d'un droit ou à suivre un processus juridique quelconque. Donc nous avons considéré que l'expérience de certains États qui ont eu le courage donc d'organiser leur scrutin impératif, parce qu'il fallait aussi beaucoup de courage pour renoncer à organiser un impératif, puisqu'ils seraient tombés dans un vide juridique, parlementaire, ou que leur constitution ne prévoyait pas. Donc ils avaient aussi la contrainte. Ils étaient obligés de courir le risque. En Algérie, on n'était pas obligés. C'est un choix souverain et libre. Par conséquent, il fallait qu'on déploie beaucoup plus d'ingéniosité, beaucoup plus de précautions pour que le scrutin se déroule sans impact sur la santé des citoyens. Et c'est pour ça qu'on a pris l'initiative de mettre sur pied un protocole sanitaire auquel ont participé les médecins de l'ANI. L'ébauche a été faite par nos médecins, ensuite approuvée par le comité scientifique dans lequel siège un professeur membre de l'ANI, et ensuite adoptée par la commission électorale dans laquelle siège aussi un médecin membre de l'ANI, docteur Bekhat, que tout le monde connaît. Par conséquent, l'ANI se trouve à toutes les étapes. Et la mise en place de ce protocole sanitaire nous a permis d'éviter toutes les conséquences possibles d'un exercice humain compact et pouvant générer une contagion de ceux qui y participent. Alors nous reviendrons peut-être un peu plus tard sur ce protocole sanitaire et aussi son organisation, l'organisation des futures échéances électorales. Mais pour l'instant, nous restons avec l'activité de l'ANI. L'autorité nationale indépendante des élections est tenue, après chaque échéance électorale, d'établir un rapport détaillé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, je vous remercie de poser la question parce qu'effectivement, nous avons 45 jours. Voilà, j'ai le support électronique puisque le support papier est ici aussi. Nous avons 45 jours à compter de la proclamation définitive des résultats. 45 jours se terminent dans une semaine à peu près. Nous avons tenu à finaliser le rapport en installant une commission. Certains membres étaient présents hier, d'autres le sont aujourd'hui. Voilà, nous avons ici 5 membres de la commission de rédaction du rapport. Il est finalisé. Mais nous ne pouvons pas le diffuser puisque nous devons donner l'exemple dans le respect des lois. Et la loi nous oblige à avaliser ce rapport par le Conseil élargi. Ce n'est pas le Conseil de cours, c'est le Conseil élargi. Ça veut dire le Conseil central plus élargi à tous les représentants de wilaya de l'ANI. Qui comprend une organisation importante. Voilà. Donc, compte tenu du Covid qui existe toujours, nous réfléchissons à une nouvelle approche, à savoir faire valider le rapport par une visioconférence. Et ça a des implications juridiques. Nous sommes en train de réfléchir sur la faisabilité de la chose. Et si on trouvait que cela est faisable, cela ouvre de nouvelles perspectives à beaucoup de secteurs pour faire avancer leur dossier et pour faire leur... Par conséquent, le rapport est prêt. Il a pour objet de faire valoir d'abord les contraintes auxquelles a fait face. Vous servira-t-il de référent pour les prochains rendez-vous électoraux? Le rapport fait pour l'élection présidentielle nous a servi de référence ici. Il servira de référence en même temps que pour permettre aux futures générations et à nous-mêmes de voir
qu'est-ce qu'on a changé depuis l'élection présidentielle et le référendum? Quelles sont les améliorations que nous avons apportées? Celui qui lit ce rapport, on n'a pas le temps de le développer ici, mais verra l'immensité des efforts faits en matière d'organisation, en matière d'informatisation, en matière de modernisation et en matière d'application. Ils en vantent une dizaine d'applications qui ont permis à l'ANI d'avoir sa liberté totale, son autonomie totale. Je ne dis pas totale parce qu'il y a quand même une petite réserve, parce que le responsable de réseau reste quand même... alors pour le moment, nous n'avons pas un réseau autonome. Nous avons un réseau dérivé du réseau national qui relève du ministère de l'Intérieur. J'espérais avoir votre... mais nous sommes vigilants, malgré tout. Nous savons que cela est une faiblesse de notre système d'indépendance. Et donc, nous avons installé des sentinelles pour veiller à ce que cela soit efficace. Très bien. Alors, avant de parler des prochaines échéances électorales et des perspectives de travail de l'ANI, maintenant que les résultats définitifs du référendum ont été publiés, quand est-ce que la nouvelle Constitution sera applicable, Monsieur Charfi? Oui, je vous remercie. Quand est-ce que la nouvelle Constitution sera applicable? Vraiment, c'est le terme qu'il fallait utiliser. Parce que la Constitution existe maintenant. Oui. Par sa publication, elle existe. Son contenu est fixé à jamais, sauf nouvelle révision constitutionnelle. Oui. Maintenant, quand est-ce qu'elle devient applicable, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle reçoit la force exécutoire. C'est ça. Et cela se fait par la promulgation par M. le Président de la République. Alors, quelle est la différence entre une promulgation et une publication? Peut-être peu de gens se sont intéressés à différencier ces deux concepts. La publication est une forme de publicité. Elle porte à la connaissance de tous les Algériens et des non-Algériens, à tous ceux qui s'intéressent à l'activité constitutionnelle en Algérie, de connaître le nouveau contenu de la Constitution. Mais la promulgation donne force exécutoire. Force exécutoire à la Constitution, c'est comme si M. le Président de la République, en promulguant la Constitution, donnait l'ordre à toutes les institutions de la République, à tous les fonctionnaires de l'État, d'appliquer la Constitution dans toutes leurs activités, y compris dans l'élaboration des nouvelles normes juridiques régissant les activités entre citoyens ou les activités entre institutions d'État ou activités entre les institutions et les citoyens. Oui. Monsieur Charfi, on sait que lors de la dernière allocution du président de la République, il a fait allusion à ce qui nous attend dans le futur, à une prochaine échéance électorale, par d'abord la révision du code électoral qui devrait voir le jour dans une dizaine de jours, un délai assez court. Est-ce qu'on doit comprendre par là que l'ANI sort d'une échéance pour entrer dans une autre? Vous vous préparez à cela? Je vais vous surprendre en vous disant que ici même, quand nous sommes arrivés le 18 septembre 2019, dans la première réunion avec le Conseil, nous avions convenu que les épreuves qui nous attendent sont aussi difficiles que celles que nous entreprenons, puisque après cela, on n'a pas pensé à la révision de la Constitution pour être heureux, puisqu'on ne savait pas que si le futur président élu allait parler de ça, mais nous avons parlé des législatives et des locales qui nous attendaient à brève échéance, puisque n'importe quel président nouvellement élu a tendance en général, si le Parlement n'est pas de son parti, à tenter des élections législatives anticipées. Ça s'est fait dans plusieurs pays. Le président, parfois, il a la main heureuse, parfois, il ne l'a pas. Mais l'essentiel, c'est une tendance. Donc, nous étions préparés psychologiquement, mais le problème, c'est que avions-nous le temps nécessaire, avions-nous le temps suffisant pour concilier disons la préparation psychologique et la préparation matérielle. Oui. Bien. Je pense que le Covid nous a compliqué un peu la tâche, puisque j'ai rappelé les délégués communaux dès le 12 janvier ou le 12 janvier, j'avais rappelé les délégués pour leur dire. Maintenant, on va entamer la prochaine. Mais voilà, le Covid est arrivé et on a pris dans quelques mois.
Et ça se répercute aussi sur l'agenda politique du président de la République. C'est pour ça qu'il fixe des délais très courts. Mais ces délais, ce n'est pas les seuls, ce n'est pas 10 jours. Parce que quand la Constitution, le projet de Constitution a été finalisé, il a tout de suite installé la commission d'élaboration du code électoral. Oui, la commission a été installée il y a 2 mois à peu près. Voilà, donc 10 jours, c'est 2 mois plus 10 jours. Pour que les gens ne disent pas, ça veut dire quoi, ça, un code dans 10 jours. Non, cela fait 2 mois qu'une commission c'est 2 mois et 10 jours. Oui. Donc voilà. Elle devrait être finalisée dans une dizaine de jours. Finalisée dans une dizaine, il faut que ce soit clair pour les gens. C'est pas. Parce que j'ai lu, c'est quoi? Ben oui, parce que la commission devait rendre son projet il y a 1 mois et demi à peu près de ça. Bon, les conditions, tout le monde les connaît, mais la commission a continué à réfléchir et nous avec. Oui. Donc, dans 10 jours, Inch'Allah, le projet sera finalisé après les consultations nécessaires. Avez-vous été consulté pour la révision du code électoral, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'ANI est incluse, puisque la loi régissant l'autorité nationale indépendante des élections sera, dans le futur, régie également par le nouveau code électoral? Je vous remercie. Écoutez, avez-vous été consulté? C'est la moindre des choses. Moi, je m'attendais à ce que vous me demandiez, est-ce que vous avez mis votre touche? Expliquez-nous, est-ce que vous avez demandé à ce qu'il y ait... Bien sûr. C'est l'un des domaines de prédilection de la compétence de l'ANI. Oui. C'est parce que organiser les élections... Voilà. Habituellement, on pense que l'ANI n'organise seulement les élections. Oui, parce qu'on a pris l'habitude d'installer des commissions. Oui. Ce n'est pas la première commission. Elle enregistre, elle supervise. Mais tout ça, même dans le jargon du droit international, on appelle ça, c'est des commissions semi-gouvernementales, si ce n'est pas des commissions gouvernementales. On ne peut pas appeler ça, même si dans l'intitulé de leur fondation, on dit indépendantes, mais elles ne sont pas indépendantes au regard des normes du droit international. La première autorité réellement indépendante, c'est l'ANI. Parce que d'abord, elle émane d'un dialogue social. Ensuite, ses membres désignés par consensus ont élu leur président en toute transparence et en séance publique à l'hôtel El Jazeera devant les caméras, etc. Et ensuite, même pas par bulletin, etc., par levé de main. Donc, c'est une autorité réellement indépendante. Ensuite... Est-ce que cela n'empêchera pas son indépendance, comme vous le dites, puisque c'est sa spécificité première? Quand elle sera régie par le code électoral, on sait qu'il y a des courants qui sont pour, d'autres contre. Oui. Voilà. Là, vous avez mis l'engrenage en route. Nous sommes confiants dans le schéma choisi pour la mise en place de la nouvelle gouvernance démocratique. L'ANI, selon les rapports qu'elle entretient actuellement, aussi bien avec le président de la République qu'avec le pouvoir exécutif, qu'avec les représentants du pouvoir législatif, je parle des présidents de chambres, plus les présidents des commissions, nous ressentons le désir de tout le monde de disposer d'une autorité réellement indépendante pour faciliter la gouvernance et pour mettre de côté les faux problèmes qui ont toujours envenimé les rapports entre les différents pouvoirs par l'illégitimité d'accès à ces responsabilités. L'ANI a pour première responsabilité d'assurer la légitimation constitutionnelle du pouvoir en Algérie, puisqu'elle se situe en amont de l'élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale. C'est elle qui garantit que le candidat qui est élu est bien celui qui est élu par le peuple et qui garantira que le peuple le choisira en toute connaissance de cause. C'est ça le choix libre, c'est le choix éclairé,
C'est-à-dire qu'il faut que l'électeur soit informé de toutes les implications de ses choix. Et donc, avoir un droit de regard sur les règles qui régissent tout cela, je crois que c'est le minimum. Et vous m'avez posé la question de savoir si j'ai été consulté. Justement, pouvons-nous avoir une idée sur les recommandations? Non seulement consulté, mais associé. Oui. Pouvons-nous avoir une idée sur les recommandations que vous avez introduites? Y a-t-il des caractères inviolables, intouchables sur l'ANI que vous avez demandé à appliquer, à garder? Non. Nous avons les engagements politiques du candidat Abdelmadjid Tebboune dans son programme électoral. Ensuite, nous avons les engagements politiques du président Abdelmadjid Tebboune une fois qu'il a été élu président de la République. Et nous avons les engagements que le président a inclus dans le programme du gouvernement. Ensuite, nous avons la confirmation de ces engagements par ces déclarations en recevant les responsables de presse. L'ANI verra son indépendance, en résumé, verra son indépendance actuelle qui est déjà très grande, puisque nous a permis, parce que nous a permis, en quelque sorte, de décoller l'engin démocratique malgré les apesanteurs ou les pesanteurs qui le freinaient. Parce que dans les deux cas, on navigue mal. Donc, elle a permis, grâce donc, à sa propre volonté d'indépendance, qui n'a tenu compte d'aucune contrainte et qui se trouve confirmée par les orientations du discours politique et par les engagements des représentants de l'État, qu'ils soient au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, et alors au niveau du troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, parce que nous sommes partie prenante. L'ANI comprend plusieurs magistrats, et plusieurs avocats, plusieurs notaires. Bord, hein. Donc, elle est en quelque sorte un succédané du pouvoir judiciaire. C'est un succédané du pouvoir judiciaire. Donc, sur le plan de l'indépendance de l'autorité sera maintenue. Le citoyen algérien peut compter sur une autorité indépendante. Maintenant, l'indépendance, il faut la traduire. C'est quoi? Oui. Est-ce que c'est une indépendance organique? Est-ce que c'est une indépendance fonctionnelle? Ou est-ce une indépendance du membre de l'ANI? C'est cette problématique que nous posons à propos des magistrats. Ça veut dire quoi, une magistrature indépendante? Ça veut dire quoi? J'ai eu l'occasion de dire que le magistrat indépendant, c'est celui qui est ici d'abord, indépendant dans son esprit. Nous avons été des magistrats indépendants alors que les lois nous définissaient comme étant une fonction spécialisée du pouvoir politique unique. Nous avons refusé d'être une fonction spécialisée du pouvoir politique unique. Nous avons dit que nous sommes une fonction spécialisée de l'État algérien, indépendante des autres fonctions du pouvoir politique. Nous avons payé, certains d'entre nous ont payé cher ces positions, mais nous avons tenu bon et le résultat, le peuple algérien l'a confirmé le 22 février dans son Hirak, et une autorité indépendante, en quelque sorte supra-pouvoir sans être partie prenante du pouvoir. C'est cela pour lequel nous militons dans le cadre de l'élaboration du code électoral. Très bien, M. Cherfi. L'autorité nationale indépendante des élections est chargée, on le sait, de l'organisation des élections, mais pas que, vous venez de le détailler. Mais il s'agira également d'ancrer les principes de démocratie et de transparence, si chers à cette nouvelle Algérie, et de moraliser la vie publique et politique. Alors aujourd'hui, quelle est justement la relation entre l'ANI et les partis politiques et la société, M. Cherfi? Je vous remercie. Vous n'êtes pas membre de l'ANI. Non. Parce que là, vous êtes en train d'étaler, franchement, un programme que nous avons développé depuis le mois d'août, où j'ai chargé 2 groupes au sein de l'ANI de réfléchir, l'un aux relations entre les partis politiques et l'ANI, l'autre aux relations entre les médias et l'ANI. Le travail a été finalisé, on n'en a pas encore sorti les documents exécutoire, mais cela ne va pas tarder, puisque après la promulgation de la Constitution, les choses vont s'accélérer. Les partis politiques sont parties prenantes. C'est des parties prenantes, c'est pas des partis politiques, c'est des parties prenantes au processus électoral. C'est le réservoir des candidats. Donc,
on doit avoir leur confiance. On doit aussi gagner leur confiance pour qu'ils s'engagent à l'aise, pour qu'ils ne s'engagent pas bridés par un souci ou par un... C'est important ce que vous dites, établir cette relation de Bien confiance sûr, qui a été conclue avec il y les a de partis nombreuses politiques, avec les citoyens, puisque nous sommes issus de la société civile. On peut convaincre les citoyens, puisque c'est eux qui vont voter et qui savent que leur vote a été bien traduit. Mais les partis politiques, pour qu'ils s'engagent dans une compétition, il faut qu'ils sachent que le match, en quelque sorte, entre guillemets, j'utilise un terme de la jeunesse, le match n'est pas vendu. Oui. Il faut qu'ils soient convaincus de ça. Et Inch'Allah, l'ANI sera un arbitre impartial. Oui. Il n'y aura plus de match vendu. Comme on a dit, en fait le défi à relever, comme on l'a dit pour l'élection présidentielle, me basant sur les engagements des autorités de l'époque, la fabrication des présidents de la République est révolue. Et je le dis aujourd'hui, la fabrication des parlements est aussi révolue. C'est le peuple qui fabriquera son parlement. C'est le peuple, c'est le citoyen par son vote qui fabriquera son parlement. Et c'est le peuple, et c'est le peuple par son vote libre qui fabriquera ses gestionnaires locaux. C'est cela. Si on n'arrive pas à faire ça, il vaut mieux qu'on rentre chez nous. Alors, M. Chalfi, vous en avez parlé au début. Je vous disais qu'on allait en revenir à la fin de cette interview. La crise sanitaire, rien n'est encore gagné. Si vous avez à organiser les prochaines échéances électorales dans le même contexte, ce qui porte à le croire, encore, comment comptez-vous vous y prendre, sachant que l'on a attribué à l'époque l'augmentation des cas de contamination à notamment l'organisation de la campagne lors du référendum? Oui, merci. C'est vrai, j'ai été informé de ces analyses, mais je vais surprendre en disant que ces analyses sont subjectives. Les gens ont l'impression, comme en philosophie, des faux paradoxes, des faux syllogismes. J'ai commandité une étude scientifique. Dans mon cabinet. Elle établit clairement, elle est disponible dans mon dossier, qu'il n'y a aucune corrélation directe entre le nombre d'organisations, le nombre de regroupements qui ont été élaborés dans une wilaya et la courbe du Covid. Alors je vais surprendre vos auditeurs en disant que, en prenant 5 wilayas au hasard, parmi les 48, l'étude porte sur les 48 wilayas, il y a certaines wilayas où il n'y a jamais eu aucun regroupement, aucune activité de campagne, mais où la courbe du Covid a grimpé de façon ostensible. Certains autres wilayas où il y a eu plus de 50 regroupements, où la courbe du Covid est restée sinon plane, du moins l'évolution insignifiante, puisque ça a été à 3 cas. Donc, ce constat que je peux soumettre à l'analyse de tous les scientifiques, de tous les statisticiens, et dont j'ai demandé confirmation au ministère de la Santé. Je dois recevoir mardi ou mercredi l'étude du message, parce que j'ai commandité. On ne peut pas laisser passer, parce que ça peut porter atteinte à la crédibilité même de l'ANI. On ne peut pas mettre en danger la santé des citoyens. On peut imaginer plusieurs solutions techniques. On peut imaginer, si vraiment on sent que la santé, on ne peut pas protéger la santé des citoyens, on est capable d'imaginer. On est capable d'imaginer des systèmes d'élection qui mettent en sécurité le citoyen. Mais le protocole que nous avons mis en place a été très efficace. Les médecins qui ont été chargés de suivre ont fait des formations par visioconférence à tous nos représentants. Ils ont fait des formations sur site, in situ, à tous nos représentants. Et par conséquent, aussi bien au niveau de sa conception que de son exécution, c'est un protocole qui a été vraiment classé parmi les protocoles les plus sérieux au monde. Et je vous assure que dans un pays, puisque nos éditeurs vont me démentir, en France, le protocole algérien
pour nos électeurs qui résident en France, le protocole algérien a été considéré comme étant de haut niveau. Donc, sur ce plan-là, alors justement, pour rester sur ce plan-là et sur la crise sanitaire, l'ANI a gagné une expérience dans l'organisation d'une élection présidentielle, d'un référendum. Si on doit aller vers des élections législatives ou locales, c'est autrement plus compliqué. Oui, vous avez raison de dire. C'est autrement plus compliqué en contexte de Covid, mais, oui, même, en dehors, mais même en dehors du contexte de Covid, oui. L'élection législative, la configuration sociale en Algérie est connue. Nous sommes des enfants de ce peuple, nous avons vécu à travers plusieurs wilayas du pays. Nous savons que chaque wilaya a sa caractéristique sociale et que l'élection, la logique électorale d'une région ne correspond pas à la logique électorale d'une autre région. C'est ça l'Algérie plurielle. Elle est plurielle horizontalement et plurielle verticalement. Et nous l'aimons pour ça. Mais nous connaissons cette complexité. Oui. Et donc nous trouverons, Inch'Allah, les mécanismes les plus adéquats pour que les législatives ne soient pas les législatives d'avant, pour que ce soit les législatives qui donnent des représentants représentatifs oui. réellement du peuple et qui nous honoreront en siégeant au Parlement. Voilà. Donc, je pense que nous avons les capacités scientifiques et techniques pour trouver les solutions adéquates. Merci, Monsieur Mohamed Charfi, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir éclairé également le public. Je rappelle que vous êtes le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie.